Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Face à la guerre à nos portes, face à l'inflation grandissante qui brise les vies des plus fragiles, face à la crise climatique qui s'amplifie partout sur la planète, face à la défiance démocratique, il aurait fallu, messieurs les ministres, une vraie rupture avec ce qui nous conduit au pire, socialement et politiquement. L'arme du 49.3 que vous annoncez ne fera que souligner votre échec, celui de dialogue de Bercy où la sympathie l'a disputé à l'inutile, dans une formidable mise en scène digne de Falconerie dans Le Guépard et de sa célèbre maxime « Tout change pour que rien ne change ». En effet, votre boussole reste sans aucune forme d'autocritique, ces fameux traités de Lisbonne et de Maastricht qui font des règles libérales le Nord à ne jamais perdre. Quelle erreur! Les récentes élections dans des pays voisins devraient pourtant conduire à interroger vos certitudes, car voilà où nous conduisent les folies libérales. Quand on oublie une part croissante des territoires de la République, que ce soit le village rural abandonné par la Poste, ou le quartier populaire dont les habitants subissent les hausses de charges locatives, ou encore les départements d'outre-mer dont ma collègue Karine Lebon parlera tout à l'heure, cela est tout sauf sérieux et protecteur. D'ailleurs, la loi de programmation des finances publiques intègre des dispositions qui fragilisent la cohésion de notre société. Le durcissement des conditions d'accès à l'assurance chômage ou le recul de l'âge du départ à la retraite, autant de recettes éculées et inefficaces, vont laisser de côté tant de nos concitoyens. Il est vrai que ce n'est pas comme si nous avions déjà 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ou plus de 42 000 enfants sans toit. C'est une ineptie de poursuivre dans cette voie alors que les super-patrimoines explosent. 1 000 milliards d'euros en richesse cumulée pour les 500 plus grandes fortunes, c'est une première, c'est un record dans notre pays. Pourtant, vous ne prévoyez nullement une nouvelle redistribution des richesses, un partage de la valeur ajoutée tiré du travail de toutes et tous, plus favorable aux salariés, aux services publics et moins à la rémunération du capital et à l'accumulation pour une petite caste de privilégiés. En 30 ans, 10% de plus de richesses produites, soit près de 250 milliards d'euros, ont été accaparés pour rémunérer le capital. Et une étude de la Banque de France de juin 2022 montre que cela n'a pas servi l'investissement productif. A contrario, les chiffres des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 n'ont jamais été aussi florissants. 57 milliards l'an passé, auquel il faut ajouter 23 milliards de rachats d'actions, avec comme symbole Total et ses 2,6 milliards d'euros versés à des actionnaires au mépris des salariés et de nos concitoyens saignés à la pompe à essence. Disant cela, je ne confonds pas avec ces artisans, commerçants, chefs de petites et moyennes entreprises qui se débattent jour après jour pour leur activité. Je veux simplement attirer l'attention sur cette folie financière qui a gagné notre système, qui porte en lui l'accumulation inconsidérée et aussi tous les mécanismes d'évasion fiscale. Cette évasion fiscale, qui reste le point ultime de mécanismes d'optimisation délirants, et coûte à la France entre 60 et 100 milliards d'euros de moindres rentrées fiscales et sociales. Des milliards qui manquent pour répondre aux besoins sociaux et humains. Chacun de nous dans cet hémicycle sait combien il est essentiel de retrouver de l'humain dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos services de sécurité et de prévention, dans nos réseaux de transport, dans tout ce qui construit du commun et de l'égalité. Pour avoir rencontré presque tous les maires de ma circonscription, pour avoir visité et échangé avec la communauté hospitalière des 2 hôpitaux publics les plus importants du département, je peux vous affirmer que vos choix d'austérité, assis sur le dogme de déficit et de la dette financière qui agissent comme une camisole, ne feront qu'attiser colère et dépérissement du service public. Nous venons d'apprendre que le service de pédiatrie risque de fermer à l'hôpital de Bourges, notre hôpital de référence dans le département. Oui, manifestement, ces textes budgétaires ne répondent ni à l'urgence climatique, ni à la protection des habitants, ni au redressement de l'industrie, ni à la préservation des collectivités locales, ces vigies de la République si utiles et si efficaces. Nous sommes un pays riche, immensément riche. Nous pourrions faire d'autres choix, des choix qui assureraient la vitalité de notre devise républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. Cessez l'antienne de « il y a trop de prélèvements obligatoires, nous sommes trop dépensiers ».
Mais de quelles dépenses parlez-vous, messieurs les ministres? De celles en faveur des hôpitaux, de l'éducation, de la sécurité, des transports, ou bien celles qui ont conduit au CICE, puis à la baisse de cotisations sociales compensées par l'État, ou bien celles qui, bon an mal an, permettent près de 80 milliards de dépenses fiscales, les fameuses niches qui se sont multipliées? Non, il n'y a pas trop de prélèvements obligatoires. Et il y a une architecture fiscale qui reflète le rapport des forces entre travailleurs, privés d'emploi, retraités d'un côté, et les forces de l'argent, comme disait l'autre, de l'autre côté. Vous ne réussirez pas à redonner confiance au peuple, à le protéger, à permettre le redressement, si rien n'est fait pour rendre l'impôt plus progressif et moins proportionnel, plus direct et moins indirect, car la TVA frappe d'abord les plus pauvres. Un impôt assis sur la richesse de la finance, aujourd'hui sous-fiscalisé, pour que chacun contribue à sa juste part. Il est devenu insupportable que les plus aisés, entreprises comme ménages, soient ceux qui aient gagné le plus des réformes fiscales de ces dernières années. C'est pourquoi, avec tous les groupes de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous portons l'exigence de justice fiscale par la mise en œuvre d'une taxation des superprofits, d'une contribution exceptionnelle accrue sur les hauts revenus, par le retour de l'ISF et une vraie fiscalité des dividendes qui protège les salariés. À situation exceptionnelle, monsieur le ministre, il faut prendre des choix exceptionnels afin de protéger les plus fragiles et aussi rétablir le consentement à l'impôt de tous, en montrant qu'il ne peut y avoir de super gagnants qui s'engraissent, alors que d'autres ne pourront même pas allumer le chauffage dans leur logement ou ne pourront plus payer la cantine. C'est la cohésion de notre société qui se joue dans cette taxe sur les superprofits, soyez-en sûrs. Ajoutons que cela serait un signe pour dégager des crédits dans la lutte contre le réchauffement climatique, en consacrant plusieurs dizaines de milliards d'euros en faveur du transport ferroviaire et de tous les transports publics, de la lutte contre la sécheresse, de la mise en œuvre d'un mix énergétique décarboné assurant notre indépendance. Nous proposons de les sortir de la dette, ces dizaines de milliards, de la dette au sens maastrichtien, car cela prépare l'avenir et donnerait du sens à l'action collective. De même, il est plus que temps de revenir sur des choix européens en matière d'énergie et de briser ce véritable Eldorado de la spéculation. Il est temps de revenir à une maîtrise réellement publique, sortir de ces logiques libérales désastreuses. 46 milliards d'euros, c'est le montant du bouclier tarifaire énergie qui va aller en direction des ménages en les protégeant moins bien. C'est 3 milliards de plus que le montant total des prélèvements sur recettes reversés aux collectivités territoriales. Et c'est surtout ces 46 milliards, les profits des multinationales de l'énergie de demain, puisque rien n'est fait pour changer le système. C'est de la pure folie que d'accepter ces règles qui font mal au peuple d'Europe et nourrissent une inflation délétère. Bien sûr qu'il faut protéger les Français, mais jamais, au grand jamais, nous ne cautionnerons votre inaction qui confinerait à la complicité face à ce marché libéralisé et destructeur de l'énergie. Protéger nos concitoyens, c'est la tâche quotidienne des collectivités locales et d'abord de nos communes, ce creuset de notre République. La grogne monte parmi les associations d'élus, parmi les maires et élus locaux face à des choix qui risquent d'accroître la fracture territoriale. En première ligne pour répondre aux besoins humains, tout simplement. En première ligne pour assurer les investissements publics d'avenir par la transition écologique, en première ligne pour réparer les cicatrices des divisions entre nos concitoyens, l'annonce dans la loi de programmation d'une diminution en 5 ans de plus de 10 milliards d'euros de dépenses des collectivités en euros constants est porteuse de graves dangers. La suppression de la CVAE, l'absence de bouclier tarifaire pour les énergies pour les collectivités ayant plus de 2 millions d'euros de budget, le refus d'indexer la DGF sur une inflation galopante, tout montre que le garrot qui s'est déployé depuis tant d'années continue de se serrer. Il n'est ni sérieux ni protecteur de mettre en péril les communes, ou en tout cas un grand nombre de communes. Nous aurons largement ce débat, peut-être, vous le savez, mais là aussi, n'oubliez jamais les messages que les Français envoient et la traduction de leur colère dans les urnes et de leur désarroi face à un service public local amoindri, face à des fractures réelles ou ressenties. N'abandonnez pas les communes, monsieur le ministre, et les collectivités locales. Ce serait dangereux pour la démocratie. Monsieur le ministre, c'est avec beaucoup de gravité que je souhaite conclure. Nous nous combattons politiquement dans le cadre de la République que nous avons, vous et nous, toujours défendu. Aujourd'hui, la loi de programmation et le projet de loi de finances pour 2023 risquent de nous entraîner vers un chemin sombre parce que les inégalités vont augmenter, que les plus aisés vont être les grands gagnants et que des territoires entiers seraient abandonnés. Nous ne pouvons vous suivre dans cette voie et nous déploierons toutes nos forces pour qu'un chemin progressiste soit construit et emporte l'adhésion de nos concitoyens. Le groupe des députés de la gauche démocrate et républicaine
rassemblant les députés communistes et les députés progressistes ultramarins, se prononcera donc contre vos deux textes. Je vous remercie. Merci.